Ton réveil sonne. Ou c'est le coq qui te réveille. À moins que ce ne soit une déflagration. Des tirs de balles. Tu ne te rendors pas. Aujourd'hui, tu t'en vas. Tu n'ignores pas les dangers. Tu sais qu'ailleurs n'est que peut-être. Mais tu as l'espoir qu'un autre jour est possible. C'est une histoire écrite au fil des routes et des voyages. Depuis des siècles, des femmes, des hommes sont arrivés sur le territoire français, venus d'ailleurs, de l'autre côté des mers, des fleuves ou des montagnes, franchissant des frontières aux contours souvent incertains. Certains n'étaient que de passage. D'autres sont restés quelque temps avant de repartir. D'autres encore se sont installés durablement. Ces migrations sont souvent de proximité et rencontrent sur leur chemin les migrants de l'intérieur. On quitte un village, une région, pour aller travailler un peu plus loin, vendre ses bras et ses services, commencer parfois une autre vie. Dès le Moyen-Âge, la France accueille des théologiens comme Thomas d'Aquin, des marchands et des banquiers venus d'Italie, d'Allemagne ou des Flandres. Les rois savent s'entourer de conseillers et de ministres étrangers, comme Mazarin ou Necker. Parfois, la diplomatie exige de se tourner vers l'Europe pour sceller les mariages princiers. Les étrangers sont indispensables dans l'armée et le négoce. Les comédiens italiens, les plus grands peintres de la Renaissance, des musiciens comme Lully et Gluck, des philosophes, tous participent à l'élan culturel. C'était la voix de Mohamed Rouabhi, un extrait du film 2 siècles d'histoire de l'immigration en France, une histoire qui continue. Et jusqu'à 20h, une journée spéciale sur France Culture, l'écrivain Atiq Rahimi nous accompagne pour écrire avec nous et avec ses mots une journée sur les routes de l'exil en ce vendredi 25 septembre 2015. Et ensemble, on suivra le parcours géographique des réfugiés, du point de départ de l'exil, dans un autre jour est possible, en passant par Istanbul, où nous retrouverons Guillaume Erner dès 6h30, et jusqu'au cœur de l'Europe en fin de journée, à Berlin plus précisément, capitale symbole de l'accueil des migrants, avec une édition spéciale du magazine de la rédaction du Grain à moudre, de 17h à 19h. Mais d'abord, le pays d'origine, celui qu'on s'apprête à quitter, à fuir peut-être. Point de départ donc de l'histoire. Et avec nous, jusqu'à 6h30, l'écrivaine Bessora et le dessinateur et auteur de bande dessinée, Manuel Fior. Bonjour tout le monde. Bonjour Atiq Rahimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né en Afghanistan, Atiq Rahimi, à Kaboul. Vous avez vécu un temps au Pakistan avant d'arriver en France, après avoir demandé l'asile politique, accordé en 1984. Bessora, vous êtes né en Belgique, d'une mère suisse et d'un père gabonais. Vous avez vécu dans plusieurs pays. Manuel Fior, vous êtes né en Italie, près de la mer Adriatique. Vous êtes d'abord allé étudier à Venise, l'architecture. Vous avez vécu ensuite à Berlin, puis à Oslo. Et enfin, depuis quelques années, vous êtes à Paris, parisien. Comment peut-on vous qualifier, ou nous qualifier, nous sommes 4 à ne pas être nés en France ce matin, exilés, réfugiés, émigrés, quel est le mot le plus juste qui convient aux migrants qui font l'actualité d'aujourd'hui? Atiq Rahimi. D'abord, quand je suis arrivé en 1985 ici en France, je me considérais pas comme un réfugié politique, mais comme un réfugié culturel. Partout, je me définissais comme ça. Donc, c'est ma position, même aujourd'hui, malgré que j'ai
ma nationalité française, je suis naturalisé, empaillé, tout ce que vous voulez, mais je me sens toujours un réfugié culturel. Bessora, Alors moi, je me définis assez rarement du point de vue de mes origines, parce qu'elles sont trop mêlées pour pouvoir être démêlées. Donc je laisse les gens m'assigner à des résidences qui parfois sont pas du tout les miennes. On me prend pour une brésilienne, une antillaise, tout ce que vous voulez. Et quand on me demande, alors est-ce que tu es antillaise, marocaine, tunisienne, sénégalaise, je dis, mais oui, si vous voulez. ça c'est le regard des autres, mais vous-même, par exemple, quand vous voyez cette actualité des migrants, est-ce que vous sentez qu'il y a aussi des mots à trouver pour parler de ces gens-là, des points de rapprochement qu'on peut avoir avec ces gens-là? Ces mots, je les ai cherchés justement à travers l'histoire d'Alpha, qui est cet ébéniste ivoirien qui va faire un très long voyage de 18 mois pour rejoindre la France. La bande dessinée, Voilà. éditée par Gallimard. Et lui-même se qualifie d'aventurier. Et je pense que derrière ce terme d'aventurier, il signifie le fait qu'il cherche à prendre son destin en main. Emmanuel Fior, comment vous considérez, sachant que il y a un siècle, quand les Italiens débarquaient en France, on les appelait des immigrés, ce qui n'est pas le cas pour vous. J'ai souvent pensé à cette question-là. J'ai été un étudiant comme beaucoup de ma génération qui ont eu la chance, aussi l'occasion d'étudier à l'étranger avec les fameux programmes Erasmus comme ça. Et du coup, au début, je me disais toujours, je voulais pas me définir en tant qu'émigré parce que je disais, j'ai choisi d'aller étudier à l'étranger et voilà. Mais puis, à fur et à mesure, ça fait plus que 18 ans que je vis plus en Italie et je pense qu'on peut définir ça une nouvelle espèce d'émigration, comme mes grands-parents, sont émigrés en Belgique et en Argentine. Si on pense que l'émigration, c'est des gens qui selon leur ambition, ils retrouvent pas, l'épanouissement de cette ambition dans leur pays. Et du coup, ils doivent trouver un autre pays qui peuvent le satisfaire. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de gens en Italie maintenant qui sont très cultivés, qui ont terminé l'université et tout, et qui ne se sentent pas, accomplis dans leur destin, et ils cherchent leur réalisation autre part. Bessora a bien fait de faire remarquer qu'elle est l'auteur d'un scénario d'une bande dessinée éditée chez Gallimard qui raconte l'histoire d'Alpha, là, qui va traverser l'Afrique, la mer pour retrouver son épouse et son enfant en France, à Gare du Nord. Vous-même, vous avez illustré, Manuel Fior, une des histoires de l'exil, de l'immigration pour Futuropolis, dans un album coédité avec Amnesty International. Et puis Atik Rahimi, bien sûr, l'exil est présent dans votre vie intellectuelle, et c'est pour cela que vous allez écrire aujourd'hui avec nous cette histoire. Est-ce qu'on peut écrire sans recul, Atik Rahimi, ou est-ce que vous, le recul, vous l'avez depuis longtemps, parce que cette histoire-là, vous la vivez depuis longtemps? Bien sûr, et depuis un certain temps, justement, je me suis penché vers l'écriture de l'exil. C'est d'écrire mon exil, mais aussi celui des autres. Et même l'éditrice Sophie de Sévry m'avait commandé un livre sur l'exil. J'ai passé 1 an, 2 ans, 3 ans pour écrire. J'ai écrit des pages et des pages, mais le livre n'était toujours pas là. Et à la fin, je me suis dit, non, l'exil ne s'écrit pas, il se vit. Mais comment rendre compte de cette vie, de ce vécu? Maintenant, ce que j'ai créé mon propre dictionnaire, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, on va le suivre, pas à pas, mais c'est pas alphabétique, c'est plutôt chronologique, qui suit un peu ce que j'ai vécu, cette expérience que j'ai depuis l'Afghanistan, Kaboul, 1984, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois j'ai des mots-clés comme ça. Et, par exemple, comment ça se fait qu'un jour, quelqu'un vient vous dire « Va-t'en » et on doit partir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai commis comme crime? Quand je suis condamné à quitter ma demeure, ma ville,
ma famille, ma terre, et aller ailleurs. Et juste ce moment-là, qui est très crucial, parce que jusqu'à ce moment-là, on ne se rend pas compte. L'espace nous appartient et nous, on appartient à cet espace. Mais d'un seul coup, avec cet ordre va-t'en, on s'aperçoit que non. Il y a en effet, entre la société, entre le pays, entre cette terre et moi, il y a un fossé. Est-ce la politique, la guerre, les tyrans, chacun son histoire, chacun ses causes, bien sûr. Et comment synthétiser ça? On va écrire avec vous cette histoire, Atik Rahimi, Oui. aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est mes mots, Et à partir- avec les mots. Avec des mots. Et Oui. vous avez d'ailleurs choisi un très beau mot pour commencer cette journée, survie. Survie. Et je me mets à la place, à ma place, hein, quand j'étais jeune, dans mon pays, Afghanistan, à Kaboul, mais aussi à des milliers d'autres, à des millions d'autres réfugiés qui se trouvaient chez eux, dans leur demeure. Et je les imagine comme ça. Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux fermés? Le roman commence, Atik Rahimi. On vous retrouve dans un instant, mais tout d'abord, c'est aussi une manière de donner la parole à des écrivains, à des intellectuels, à des créateurs, à des dessinateurs comme vous, Manuel Fior, Bessora. Alors, forcément, je suis touchée, mais ce qui me choque toujours dans ce genre d'histoire, c'est qu'on questionne plus les intellectuels que les gens qui sont concernés eux-mêmes, et que on a sur eux un regard soit méprisant, soit condescendant. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de toujours, c'est quelque chose de permanent. Je pense qu'en tant qu'écrivain, on est forcément très touché par ces exilés, parce que quand on est écrivain, on est aussi un exilé, même si c'est pas un exil forcément géographique. On écrit parce qu'on est exilé de quelque part ou d'une époque. Mon expression, c'est l'écriture. Je trouve qu'on parle beaucoup dans les médias, partout. Moi, je suis écrivain. Et ma contribution, ça a été de faire ce livre où justement je me suis effacée derrière Alpha, puisqu'il écrit à la première personne un carnet de bord. Et pour moi, c'était important de raconter cette histoire à la première personne et de faire disparaître le narrateur, parce que on parle suffisamment. Vous avez l'impression que les intellectuels ont pris suffisamment la parole aujourd'hui? Ouais. Je ne suis pas sûre qu'on les entende beaucoup. Je trouve qu'on a un vocabulaire assez limité justement concernant ces voyageurs, ces aventuriers, ces exilés, ces gens à qui l'espace n'appartient pas en fait. Atik Rahimi, est-ce que vu l'actualité des migrants, les images qui nous arrivent, les drames qui remettent en cause des cohésions sociales, des cohésions politiques en Europe, mais aussi partout dans le monde, est-ce que face à cet événement, vous avez l'impression d'entendre les intellectuels? Plus ou moins, oui, mais quel genre d'intellectuel? C'est ça qui, justement, nous, on a peut-être un vécu d'une certaine manière, soit directement, soit indirectement, cette migration, cet exil. Mais certains d'autres, bien sûr, on a besoin aussi de regard des autres qui n'ont pas vécu ça. Comment eux, les intellectuels, ils regardent les réfugiés. Très bonne question. Et alors, que pensez-vous de ce qui se passe aujourd'hui? Malheureusement, donc, je n'ai pas encore trop entendu les autres intellectuels. À la fin des années 70, je voudrais vous faire écouter une archive. À la fin des années 70, une spectaculaire mobilisation va conduire la France et d'autres pays occidentaux à accueillir des dizaines de milliers de boat people fuyant dans des conditions tout aussi dramatiques. Les régimes communistes, vietnamiens, mais aussi cambodgiens et laotiens, mobilisation extraordinaire avec une union entre les intellectuels de droite et de gauche. Écoutez très bien cette archive. C'était il n'y a pas si longtemps. La preuve, le journaliste est toujours en activité aujourd'hui. Voilà, et puis autre conférence de presse ce matin, celle du comité Un bateau pour le Vietnam, avec beaucoup de personnalités, parmi lesquelles Jean-Paul Sartre, Bernard Stasi, Yves Montand ou Raymond Aron. Ce communiqué a fait plusieurs propositions, notamment que chaque pays d'Europe prenne en charge un camp de réfugiés en Malaisie et en Thaïlande, et un recensement des orphelins va être effectué très vite, dès cette semaine, pour permettre leur éventuelle adoption en France. Voilà, on est loin aujourd'hui de cette mobilisation spectaculaire.
L'archive qu'on vient d'entendre évoque une époque, oui, c'était Sartre, tous ces penseurs qui défendaient une certaine idéologie. Et n'oublions pas que à cette époque, il y avait la guerre froide. Oui. Donc cette guerre ne concernait pas que justement les ouvriers ou les communistes, mais toute la terre, tous les intellectuels. Aujourd'hui, face à ce qui se passe dans le monde, oui, on n'a pas un regard philosophique, un regard intellectuel, un regard. Tous les regards sont soit économiques ou politiques. Et avec cette peur, parce que ces migrants qui viennent, ils viennent peut-être avec le chaos de leur pays d'origine, avec les problèmes d'intégrisme, ça a été dit. Et je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que ce sont de bonnes raisons, pourquoi pas? Toutes les raisons sont bonnes à discuter. Mais dans cette même archive, je me suis rendu compte que Jean-Paul Sartre, lui-même, parlait de gens avec qui il n'était pas d'accord politiquement. On l'écoute. Personnellement, j'ai pris parti pour des hommes qui n'étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Telle est la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral. Merci. Prendre la parole, prendre position, aujourd'hui, est-ce difficile pour vous, Atik Rahimi? Non, heureusement la preuve. Je suis là, je parle. Encore, ce qui est plus difficile pour moi, c'est, vous voyez, c'est amalgame qu'on fait des réfugiés politiques ou immigrants économiques, etc. Ça, surtout, peu importe, bien sûr, il faut penser à la vie de tous ces gens-là, que ce soit réfugiés politiques, etc. Mais on ne réfléchit pas trop à comment, justement, lutter contre tout ça dans les pays d'origine. On ne cherche pas, justement, les causes exactes de ce qui se passe. Malheureusement, tout ce qu'on fait, c'est un discours humanitaire, et basta. Mais il n'y a pas derrière tout ça un autre discours sur l'exil et sur les causes de l'exil. Et vous, Bessora, que pensez-vous du discours intellectuel qu'on produit vis-à-vis de cette actualité-là? Je pense qu'on est noyé sous des informations qui se répètent. Je pense que il y a certainement des idées très intéressantes et des discours très intéressants, mais qui sont très peu entendus dans les médias. Et je pense que du coup, le rôle de l'écriture, de la création des œuvres d'art, c'est de donner une vraie réalité tangible, une épaisseur à ce qui est désincarné par la manière dont on en parle. Alors, ce que vous avez fait justement pour cette bande dessinée, Alpha, et donc c'est l'histoire d'un personnage fictif, mais vous m'avez dit, Bessora, ce n'est pas de la fiction pour autant. C'est quoi la différence? C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez la toile de Géricault, le radeau de la Méduse, qui part d'une histoire vraie, qui est une fiction, mais qui donne de la vérité à un réel qui ne le serait pas sinon. Les Misérables, c'est aussi une fiction, et pourtant ça parle de la réalité. Et la vraisemblance d'Alpha tient peut-être à la forme que je lui ai donnée, qui est le journal de bord, avec une langue extrêmement simple, un vocabulaire qui n'est pas du tout celui des médias. Comme quand on sort du consulat, on comprend que la France aime moins la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'aime la France, mais comme la Côte d'Ivoire n'aime pas beaucoup les Ivoiriens non plus, alors les Ivoiriens fuient. Ce qui met le doigt sur la responsabilité non seulement la nôtre en Occident, mais la responsabilité aussi des gouvernements de ces pays. Et pour faire parler Alpha, est-ce que vous avez travaillé comme une journaliste ou comme une sociologue? Comment vous avez fait pour construire la psychologie de ce personnage? Parce qu'on peut dire que l'itinéraire qu'il a pris, c'est un itinéraire connu. C'est ce qu'on va faire nous-mêmes avec Atik Rahimi aujourd'hui sur France Culture. Mais pour
le personnage en lui-même, sa psychologie? Je me suis beaucoup documentée. J'ai une formation d'anthropologue, donc j'ai regardé pas mal de documentaires. Je me suis beaucoup renseignée. Je suis allée sur pas mal de sites. J'ai lu beaucoup d'articles de revues, de bouquins. J'ai écouté des témoignages aussi. Oui, je voulais écrire ce carnet de bord et j'ai incarné Alpha, petit ébéniste à Abidjan, pour qui c'est une nécessité vitale de venir en France. Il serait catégorisé comme un immigré économique, mais pour lui c'est une nécessité vitale, c'est une question de survie. Et ceux qui arrivent en Europe, ceux qui prennent les bateaux, ils le prennent pas à la légère, ils ont eu le temps de se poser la question. Ce qu'on appellerait les immigrés économiques, les gens qui partent à la légère, ils se sont arrêtés bien avant d'arriver jusqu'à nous. Une journée spéciale sur France Culture, une journée sur les routes de l'exil en ce vendredi 25 septembre. On suit le parcours géographique des réfugiés du point de départ dans Notre jour est possible. Et avant de le retrouver à Istanbul à partir de 6h30 en compagnie de Guillaume Erner qui sera en direct, Atik Rahimi, on va essayer de nous poser les questions. Pourquoi ce personnage de notre histoire va quitter ce pays? Mais est-ce que vous voulez le situer géographiquement, ce pays, ou pas? Ça peut être Afghanistan, ça peut être aussi la Syrie, ça peut être la Côte d'Ivoire, c'est ailleurs. C'est toujours quelque part dans ce monde où il y a une barbarie, une sauvagerie, la terreur. Atik Rahimi, on arrive au premier chapitre de cette histoire que vous allez écrire avec nous aujourd'hui. Oui, d'abord, ce matin, quand je me suis réveillé pour venir ici, je pensais, en ouvrant les yeux, j'imaginais, voilà, quelqu'un d'autre, quelque part, dans ce monde, là où il y a la guerre ou la terreur, lui-même, dans la même situation, au fond de son lit, il ouvre les yeux. Il entend une voix qui dit « Va-t'en ». Et cette personne, je l'imagine, toujours dans son lit, il se pose cette question. Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux fermés? Peut-être les deux. Il fait nuit et je dors. Mais pourtant je pense, je me parle. Est-ce un rêve? Non, je suis bien éveillé. Seulement mes yeux sont encore fermés. Je suis chez moi, dans ma chambre, au fond de mon lit. Chez moi, le jour se lève au bruit des pas de ma mère. Je n'ai nul besoin d'ouvrir les yeux, de quitter mon lit, d'écarter les rideaux pour voir si le jour est là derrière la fenêtre. Je sais que dans quelques instants, le soleil traversera les fentes des étoffes qui protègent mes rêves. Et avec les premiers rayons du soleil, j'entendrai mes sorts rire, mon père siroter son thé, et dehors, ma ville natale se réveiller. Mais la voix est toujours là, va-t'en. Alors d'où sort cette voix tyrannique, implacable, qui m'assène l'ordre d'abandonner mon lit? Ce n'est pas la voix de ma mère, non, ni celle de mon père. C'est un appel d'ailleurs. J'ouvre les yeux, me lève pour écarter les rideaux. Le soleil est solé par la fumée noire des bombes. La ville s'est tue. Le vacarme de la guerre lui a volé la liesse et la voix. Va-t'en. C'est la colère d'un tyran. La même qui chassa de l'Éden Adam et Ève. La même voix qui demanda à Abraham, quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père. Puis celle d'Abraham qui contraignait Agar et son fils Ismaël à errer dans les déserts. De Moïse à son peuple, de Mahomet à ses disciples. Va-t'en. C'est aussi l'ordre de César à Ovide. Et celui de tous les dictateurs, de tous les seigneurs de guerre, de tous les maîtres de la terreur. Mais alors,
Pourquoi cet ordre m'appelle, moi? Qu'ai-je fait de mal pour être banni? Devant quitter ma demeure, ma famille, ma ville, ma terre? Ne suis-je pas dans un cauchemar? Hélas, non. La terreur emprisonne mon père, les dogmes font taire ma mère, la barbarie tue mes frères et sœurs. Et moi, que dois-je faire? Me taire face à cette terreur? Ou me battre contre elle, m'adhérer à cette guerre dont je ne connais ni la cause ni l'issue? Je veux crier, mais la peur me blâme, déhaute ma pensée. Ainsi l'exil s'impose-t-il au moment où je ressens ce décalage entre ce que je pense et ce que je dis, entre ce que je fais et ce que je suis. Je ne sais exprimer ce que je pense ni faire ce que je désire. Je m'abîme dans le vide, je bascule dans une espèce d'inertie à l'intérieur de mon propre pays. Je n'aime guère vivre ni dans le silence, ni dans le mensonge. Et je n'aime guère non plus mourir. Je dois donc partir pour survivre. Et l'histoire continue sur France Culture. Dans un instant, Guillaume Erner, en direct d'Istanbul. Merci Bessora d'être passé. Manuel Fior, merci d'être passé ce matin. On retrouve les dessins du récit que commence Atik Rahimi à la page d'émission « Un autre jour est possible ». Atik Rahimi, merci de rester avec nous jusqu'à 20h. Merci à vous.